de quoi la GPA éthique est-elle, serait-elle le nom? C'est ce que disait le professeur René Friedman, à savoir que parler de GPA éthique, c'est comme si on pouvait parler d'esclavage éthique. Il s'agit d'une pratique sociale par laquelle une femme en bonne santé et qui n'a pas de désir d'enfant, ça c'est un point qui me paraît important, accepte de porter une grossesse jusqu'à son terme, à la demande d'autres personnes, dans le but de leur remettre l'enfant dès sa naissance. L'enfant peut être issu ou non des ovocytes de cette femme, elle peut être rémunérée ou non pour donner la vie à l'enfant et pour le remettre au commanditaire. Cet acronyme GPA désigne en 2019, un marché mondial de quelques 6 milliards de dollars, opérations légales, hors bien évidemment tout ce qui rentre dans les trafics. La conférence de l'AE de droit international privé parle elle-même dans ses rapports successifs d'un marché mondialisé. Quels sont les biens produits et échangés sur ce marché? En fait, il n'y a pas de biens qui sont produits sur le marché. Le principal enjeu, celui qui nous concerne tous, est l'enjeu des droits humains. Parce qu'en fait, si les droits humains de la femme qui devient mère porteuse sont bafoués, si les droits humains de l'enfant à naître ou né d'une mère dite porteuse sont bafoués, c'est que les droits de tout le monde, les droits humains de tout le monde peuvent être bafoués, parce qu'on ne peut pas bafouer la dignité de quelqu'un si on part du principe que c'est la dignité qui se trouve à la base des droits humains. Si elle peut être bafouée pour certains, elle peut être bafouée pour tous. Et donc, dans ce cas, ça nous concerne tous. Première modalité de concevoir une GPA éthique, c'est de sélectionner la femme selon, bien évidemment, ce qui sont les critères des personnes commanditaires. Deuxième modalité d'envisager une GPA éthique, c'est de se référer à la motivation de la femme. C'est-à-dire que la femme qui devient mère porteuse doit être mue exclusivement par l'altruisme et accepter par gentillesse l'argent, a reasonable amount, un montant raisonnable, que les clients, les commanditaires, souhaitent lui remettre. Parce qu'il y a toujours remise d'argent à la mère porteuse. Et ça oppose une autre définition de la GPA altruiste qui est « la femme ne doit absolument pas être payée ». Si on écoute l'organisation Men Having Babies, en 2021, le président de cette association disait très clairement « si on ne paie pas, on n'a pas de mère porteuse. Si on ne paie pas, on n'a pas de mère porteuse. Il faut insister pour qu'il y ait paiement. Parce que sinon, si on se base sur l'altruisme, on n'aura pas suffisamment de femmes. » Il dit, il faut la payer, parce que they get hurt by this. They get hurt by this. Elles sont blessées, on leur fait une violence. Quatrième modalité de désigner une GPA éthique, c'est là où il y a un lien entre celle qui devient mère porteuse et les personnes commanditaires pour lesquelles elle le fait. Une sœur ou une mère ou voilà, quelqu'un de la famille en Australie. Et une étude qui a été publiée l'année dernière, 2022, auprès des femmes qui ont agi comme mères porteuses et auprès des familles pour lesquelles elles ont mis au monde des enfants, donc qui a parlé avec tout le monde, une enquête qualitative, montre que dans toutes les situations, il y a un rapport d'inégalité sociale et économique entre les femmes mères porteuses et les personnes commanditaires. Alors que c'est des personnes supposées être du même milieu. Donc, la question de la domination économique, la question des inégalités subies toujours par les femmes est toujours présente dans la construction de la relation éthique, dans les discours médiatiques, mais parfois également intellectuels au sens large du terme. La GPA éthique, ce que l'on désigne GPA éthique, correspond au modèle commercial posé par les États-Unis, modèle dans lequel la mère déclare aimer être enceinte, devenir porteuse, entre guillemets, par choix de faire le don de la vie, modèle dans lequel elle est rémunérée pour le temps et pour l'énergie que représente la grossesse,
modèle dans lequel elle est sincèrement altruiste. Il y a une recherche qui a été réalisée par une sociologue américaine de l'Université de Texas qui s'appelle Heather Jacobson, et le livre s'appelle Labor of Love. Elle a parlé avec plus d'une trentaine de femmes qui ont agi comme mères porteuses, pour certaines plusieurs fois, et elles le disent très sincèrement, toutes ces femmes, mais je l'ai fait par altruisme. Certes, j'ai été payée, mais je l'ai fait par altruisme parce que tout ce que j'ai vécu en étant mère porteuse, si je n'étais pas altruiste, mais l'argent n'aurait jamais payé ça. L'altruisme consiste à accepter de prendre tous ces risques et voilà, tout ce qui vient avec, à impliquer bien évidemment mari, enfant et le reste de la famille. Et enfin, dernier point, toutes ces femmes doivent être convaincues que l'enfant n'est pas le leur. On a tout un marché de goodies qui se développe, des t-shirts avec « not mine ». Là, on est dans la dissociation à fond. Donc, cette heureuse coïncidence, bien évidemment, fait correspondre, d'une part, les intérêts du marché et l'absolution morale des clients et des prestataires. Il n'y a bien évidemment pas de GPA éthique parce qu'il ne peut pas y en avoir, car la question qui se pose n'est pas celle des modalités de la pratique, c'est celle de la nature de la pratique. Qu'est-ce que c'est que cette pratique au fond? Qu'elle soit payée ou non, qu'elle soit pleinement informée des risques ou non, qu'elle soit altruiste ou non, que les commanditaires soient des inconnus ou des proches, voire les membres de la famille, cela ne change rien à ce qu'une femme vit dans cette pratique. Elle dit toujours vouloir bien évidemment faire plaisir à d'autres et devenir enceinte sans désir d'enfant, mais c'est elle qui prend toujours tous les risques. J'ai été extrêmement troublée il y a quelques jours, assez récemment. Il y a eu un débat qui a été organisé par un média en Grande-Bretagne et ils ont annoncé sur les réseaux sociaux le débat sous le titre « Est-il moral? Surrogacy is moral ?» point d'interrogation. Et ils invitaient les personnes à poser des questions. Il y avait 2 mères porteuses très pro-GPA qui étaient invitées et 2 autres personnes qui étaient critiques. Et je me suis permis de poser la question qui est la suivante. Est-il moral pour une mère de prendre le risque de laisser ses enfants orphelins pour mettre au monde un enfant dont elle ne veut pas? Et la réponse de l'une des 2 mères porteuses participantes a été, je l'ai sur mon compte Twitter, j'ai fait une capture d'écran parce que je me suis dit c'est pas possible, je vais le relire, a été « It's okay for me if it's for my child ». Cependant, cette fragmentation que la femme s'impose sur commande est l'essence même du patriarcat, la division de l'unité de la personne, le morcellement de la continuité de l'être humain qui justifie l'effacement de la femme comme sujet n'est bien évidemment pas éthique et ne peut l'être. Parce que par, encore une fois, altruisme autosacrificiel, qui est le stéréotype sexiste par excellence, la femme consent à sa déshumanisation, et non seulement elle consent à se déshumaniser, mais elle réclame cette déshumanisation. Encore une fois, il y a des femmes qui aujourd'hui disent « je suis un four, je suis une cosse ». L'expression GPA éthique désigne le sentiment d'impunité des clients, ce dont la richesse et les réseaux protègent. Elle désigne aussi une recherche de respectabilisation du marché et elle désigne enfin le détournement des pouvoirs politiques et juridiques au profit des intérêts marchands et au détriment des plus vulnérables. Et ce que fait aujourd'hui la Conférence de l'Haye de droit international privé est extrêmement dangereux parce qu'ils savent ce qu'ils font, et parce que ça fait une vingtaine d'années qu'ils le font, et parce qu'ils continuent, et parce qu'on leur a écrit depuis des années et des années, qu'on leur a envoyé des rapports en leur montrant comment cette pratique bafoue l'intégralité des textes internationaux qui se réfèrent aux droits humains, textes des Nations Unies, textes européens, et à aucun moment, ils ne tiennent compte ni de la définition de l'esclavage, ni des conventions basées sur les droits humains. Donc nous devons, je pense, faire extrêmement attention, non seulement à ce qui nous est présenté, mais aussi à ce pourquoi ça nous est présenté, et aux démarches qui sont en cours. Je vous remercie.